Et, bienvenue sur ce webinaire qui est organisé par le Mouvement français de management de la qualité euh, Pays de la Loire pour une présentation sur la comptabilité en triple capital. Euh, j'ai j'ai tendance à dire que la comptabilité en triple capital, c'est une utopie comptable, mais elle est intéressante parce qu'elle se traduit par des choses réelles qui sont en train de passer. Et c'est bien ce passage de l'utopie à la réalité dont on va parler aujourd'hui, avec voilà quatre thèmes que l'on va aborder. Alors je suis effectivement professeur à l'Université de Nantes, je suis chercheur associé à la chaire comptabilité performance multicapitaux d'Audencia. Ça fait depuis plus de 20 ans, presque 25 ans que je m'intéresse à la comptabilité pour l'environnement. J'ai fait une des premières thèses sur le sujet et j'ai été le premier chargé de mission du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables sur le sujet. C'était il y a déjà longtemps. Et j'ai beaucoup travaillé sur des thèses CIFRE en association avec des entreprises sur du développement d'outils comptables pour le développement durable. Et j'ai même co-encadré des thèses en génie civil, en génie industriel, parce que on est dans un domaine qui nécessite l'association de plusieurs disciplines. Donc c'est sur cette expérience que je m'appuie pour ce que je vais vous présenter aujourd'hui. On va commencer par parler du contexte dans lequel s'inscrit la comptabilité triple capital. Je vais vous souhaiter bienvenue dans l'Anthropocène, j'en dirai un tout petit peu plus dans quelques minutes. Et puis, à la suite de cette première partie, on pourra avoir un échange avec des questions-réponses. Et puis, on parlera effectivement ensuite de qu'est-ce que voudrait dire une comptabilité triple capitale pour l'Anthropocène. La traduction que j'en fais, c'est qu'on doit développer une comptabilité qui tienne compte des limites planétaires et des fondations sociales. Mais encore une fois, j'en dirai un peu plus. Pourquoi l'existant n'est pas satisfaisant, vers quoi il faudrait qu'on se dirige. Et à la suite de cette deuxième partie, à nouveau, je vous proposerai un petit temps d'échange avec des questions-réponses. Et puis, on parlera de deux utopies comptables parmi d'autres, qui sont les modèles CARE, créés par Jacques Richard et Alexandre Rambaud, qui ont créé ensuite une chaire comptabilité écologique à AgroParisTech, et la méthode LIFT, qui est plus récente, à laquelle j'ai participé et qui, effectivement, a été développée dans le cadre de la chaire Performance Multicapitaux à Audencia. Ce sont des utopies comptables dont on pourrait dire qu'elles sont inatteignables, mais on va voir qu'en prenant quelques exemples, on peut passer de l'utopie à la réalité et il y a une boîte à outils en cours de construction et on abordera quelques exemples. Et à nouveau, à la fin de chacune des parties, je vous propose un petit temps d'échange avec des questions-réponses. Donc voilà pour le programme de ce webinaire. Et puis, écoutez, je vous propose sans transition de démarrer par le contexte. Et euh, on va parler, avant de parler de comptabilité, on va parler d'anthropocène. Euh, Pour, euh, pour mettre les choses un peu en perspective, je tiens vraiment à insister sur le fait que la comptabilité, en fait, a toujours été, c'est pas quelque chose de figé. La comptabilité, elle a toujours été en prise avec son époque, avec les évolutions de son époque. Les premières comptabilités, elles sont venues avec le développement de l'agriculture et de la sédentarisation. Elles étaient destinées effectivement à tenir un décompte de ce qui était produit, de ce qui était échangé. Et puis on a vu se développer le commerce et notamment la nécessité de tenir compte du crédit que l'on faisait à ses clients ou de l'argent que l'on empruntait à ses financeurs. Et on a vu se développer en correspondance avec ce besoin une technique de comptabilité dite la technique en partie double. Et puis la comptabilité, elle s'est aussi finalement affinée pour être capable de répondre aux besoins de tenir les comptes des expéditions maritimes, parce qu'à la fin, il fallait finalement fermer les comptes à la fin d'une expédition et partager les bénéfices. La comptabilité, elle a en connu encore d'autres évolutions à la révolution industrielle, avec la nécessité de développer une comptabilité industrielle qui a donné naissance à la comptabilité analytique, au calcul de coûts que l'on connaît aujourd'hui. Et puis la comptabilité, et notamment avec un très très gros accent sur le reporting et l'information à des personnes extérieures, quand il y a eu séparation entre
le management de l'entreprise et les propriétaires de l'entreprise, des actionnaires, quand il y a eu le développement à grande échelle de la finance, eh bien, elle s'est aussi adaptée pour répondre effectivement à cette financiarisation du monde. Aujourd'hui, dans un contexte où on se pose beaucoup de questions sur l'état d'urgence écologique dans lequel on se trouve, mais c'est pas surprenant de voir émerger des propositions de comptabilité qui répondent à ces questions d'urgence écologique. Et on y est. On est dans une époque que beaucoup qualifient effectivement d'anthropocène. L'anthropocène, c'est finalement une nouvelle ère géologique, entre guillemets, une ère au cours de laquelle les humains sont devenus en fait une force de changement sur la planète qui est plus importante que les forces naturelles. Et donc ça, c'est une définition d'un institut de recherche qui est spécialisé sur ces questions effectivement d'urgence écologique et de transition, et qui est le Stockholm Resilience Center. Pour toucher un peu du doigt justement ces questions d'anthropocène et qu'est-ce que ça veut dire, je vais vous poser deux questions pour que vous preniez un peu compte de ce que veut dire effectivement cette notion d'impact et de force de changement des humains. Imaginez qu'on puisse connaître la population de mammifères sur Terre, et puis il existe des travaux très sérieux qui s'y sont collés. Si on prend donc des mammifères, y compris les humains, quelle est la proportion d'humains, d'animaux d'élevage et d'animaux sauvages? Et là, vous pouvez mettre dans la petite boîte de conversation, là, dans la discussion, trois propositions de pourcentage. Le premier, ce serait pour les humains, le deuxième, les animaux d'élevage, et le troisième, les animaux sauvages. Est-ce que vous avez des propositions de pourcentage à me proposer? Alors, je vois 70%. 70% pour les humains, pour les animaux d'élevage, pour les animaux sauvages. Alors, hop, intéressant, 30% d'humains, 50%, 30%, 20%. Donc 50% d'humains, 30% d'animaux d'élevage, 20% d'animaux sauvages, 40-40-20. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Alors, 70-29-1. OK. 10-40-50. 10-40-60. Oui, intéressant. Donc, vous voyez, effectivement, il y a des propositions très, très, très différentes, avec des ordres de grandeur assez différents. Je vais vous proposer effectivement une réponse. Je mets la source en bas pour que vous puissiez éventuellement y avoir accès. Ce webinaire est enregistré. Les estimations donnent plutôt 36% d'humains, 60% d'animaux d'élevage et 4% d'animaux sauvages. Et je trouve que cet exemple, il est une bonne illustration de qu'est-ce que ça veut dire. Les humains sont la principale force de changement sur la planète, au-delà des forces naturelles. Ça montre bien que, en tant que population humaine, et avec effectivement les animaux, alors on est sur des estimations pas forcément 2021, mais 2019 ou 2018, donc elles sont relativement récentes. Euh, nous sommes devenus humains un sujet d'importance pour la planète. Et le sujet, effectivement, est d'importance parce que la question qui est en jeu, c'est celui, effectivement, de la capacité des écosystèmes à être capables d'assurer un certain nombre de fonctions qui rendent la planète vivable. Donc, on est sur cette question, effectivement, de nos relations avec les écosystèmes, qui est devenu un enjeu de très, très grande importance. On ne peut plus penser les écosystèmes comme étant capables, vu l'importance que l'on a pris, de continuer à fonctionner sans que l'on se préoccupe de ce sujet-là.
Là, ce sont des chiffres plus anciens, mais ils sont quand même intéressants parce que je pense que les ordres de grandeur n'ont pas trop changé. Euh, ah oui, puis la question est en anglais. Tiens, quel pourcentage des matières qui rentrent dans le circuit économique à l'échelle mondiale ont fait l'objet d'un recyclage? Donc, sur 100 d'intrants, tout compris, hein, euh, les différentes énergies qu'on utilise, les différentes matières premières que l'on mobilise, quel est le pourcentage à l'échelle mondiale de ce qui est recyclé? Et là, je vous propose trois pourcentages, A, B, C. Et d'après vous, on est plutôt sur A, sur B ou sur C? Alors là, je vois effectivement des réponses en A. Alors peut-être que du coup, plutôt A. Alors généralement, c'est vrai que A, il y a une assez forte unanimité et effectivement, hein, euh, on est bien sur 6,5%. Je reviens en arrière. Et même chose, hein, j'ai mis ma source, hein, c'est un article qui a été réalisé qui s'appelle How Circular is the Circular Economy, et qui montre bien effectivement, alors que d'une part, hein, dans ce qui rentre dans l'économie, il y a beaucoup de combustibles qui sont des combustibles fossiles, donc finalement qui sont brûlés pour produire de l'énergie, qui finalement du coup ne pourront jamais faire l'objet d'un recyclage. Et puis il y a une très très grande partie, y compris des matières premières non énergétiques, mais qui servent à fabriquer des choses qui ne sont pas recyclées non plus. À l'échelle européenne, on est plutôt à 12-13%, mais c'est encore un pourcentage très très faible. Et ça veut dire qu'on mobilise des quantités de ressources naturelles considérables et qu'une grande partie, finalement, n'a qu'un temps de passage très court dans le circuit économique et devient un déchet ou une pollution, avec une ampleur, effectivement, qui est suffisamment importante pour qu'on se pose un certain nombre de questions sur où sont les limites, jusqu'où on peut aller sans mettre en danger, non pas la planète, mais mettre en danger notre existence en tant qu'humanité. Et cette question des limites, elle a justement été posée par un institut de recherche que j'ai déjà cité, le Stockholm Resilience Center, avec à sa tête un scientifique qui s'appelle Johan Rockström, qui a réuni les plus grands scientifiques de différentes disciplines et qui s'est dit, bon, comment est-ce qu'on peut essayer de penser cette histoire de limites planétaires? Et le consensus a été effectivement de dire qu'il y a 9 grandes catégories et que dans chacune de ces catégories, que sont le changement climatique, la biodiversité, les cycles biogéochimiques du phosphore et de l'azote, la pollution chimique, le changement d'occupation des sols, l'utilisation de l'eau douce, l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'acidification de l'océan, les aérosols atmosphériques. On va essayer de réunir des données qui vont nous permettre de jauger un seuil au-delà duquel nous entrons dans une zone d'incertitude sur notre capacité à maintenir un état de fonctionnement stable de la planète et de nos institutions humaines. Là où il y a un sujet d'alarme, c'est que sur ces 9 grandes catégories de limites planétaires, il y en a une pour laquelle il n'y a pas de données, et il y en a 5 pour lesquelles les scientifiques du Stockholm Resilience Center pensent effectivement que nous avons atteint une cote d'alerte. Alors ça ne veut pas dire que ça va être la fin du monde, mais ça veut dire qu'on bascule d'un monde stable vers un monde dont le fonctionnement risque d'être très instable, imprévisible, et face auquel il va être extrêmement compliqué d'avoir des institutions humaines qui vont être capables effectivement d'avoir des bonnes stratégies d'adaptation. Alors ce concept de limite planétaire, il a eu un premier impact hein, sur la manière dont l'Union européenne pense sa stratégie. Le 7e plan d'action de l'Union européenne, il était intitulé Bien vivre à l'intérieur des limites de la planète. Et le projet de 8e plan d'action, il continue également effectivement à s'inscrire dans cette trajectoire de bien vivre à l'intérieur des limites de la planète. Donc en tout cas, on voit ici hein, un contexte qui est un vrai sujet de préoccupation. Alors la difficulté, c'est effectivement de construire un fonctionnement de nos sociétés humaines qui respecte les limites planétaires, mais qui ne se fasse pas au détriment d'un ensemble de conditions de vie
on ne peut pas, au nom du respect de l'environnement, effectivement, dégrader complètement la manière dont on vit et l'espoir que l'on peut avoir de mener une vie décente. Donc, en partant des travaux du Stockholm Resilience Center, il y a une économiste britannique, Kate Raworth, qui est aujourd'hui en poste à l'université d'Oxford, qui a réfléchi effectivement à partir de 2012-2013 à une manière de concevoir ce qui pourrait être une économie sûre, viable, juste. Et elle dit, ben voilà, il y a non seulement les limites planétaires, donc une économie doit fonctionner en programmant le fait qu'elle doit être en dessous de ces limites que la planète est capable de traiter en termes de consommation de ressources dans les différents grands domaines, sachant que chaque grand domaine est considéré à la fois individuellement, mais qu'il faut aussi considérer l'effet d'interaction. On peut, par exemple, améliorer notre performance sur le recyclage de l'eau, mais si on l'améliore en consommant plus d'énergie et donc en émettant plus de gaz à effet de serre, eh bien, on va enfoncer la limite du changement climatique. Donc, il faut aussi, bien entendu, considérer chaque limite séparément pour la suivre, mais il faut considérer les effets d'interaction entre les différentes limites. Challenge supplémentaire, donc Kate Raworth propose effectivement de prendre 12 fondations sociales en reprenant les objectifs de développement durable des Nations Unies qui ont justement trait à cette idée de fondation sociale, hein, l'accès à l'énergie, à l'eau, les problèmes de malnutrition, les questions de salaire décent, d'accès à la santé, et ainsi de suite. Elle a écrit un ouvrage sur ces sujets-là. Elle a un site web, kateraworth.com, qui est très très bien fait, avec des propositions effectivement de statistiques d'organisations internationales qui permettent de voir à quel point, à l'échelle planétaire, nous avons dépassé les limites planétaires et enfoncé un certain nombre de fondations. Donc le schéma de Kate Raworth n'est pas tout à fait à jour sur les limites planétaires par rapport aux dernières découvertes du Stockholm Resilience Center. Et ce que vous voyez ici, c'est que non seulement un certain nombre de limites planétaires sont atteintes, mais qu'un certain nombre de fondations sociales sont enfoncées. Et que l'espace viable et juste pour l'économie, c'est celui qui se situe au-dessus des fondations sociales et en dessous des limites planétaires. C'est l'espace en vert sur le diagramme que vous voyez ici, l'espace juste et sûr. Et comme il a la forme d'un beignet, et que Kate Raworth est anglophone, eh bien, il a la forme d'un donut. Et c'est pour ça qu'on parle effectivement de donut économie. Alors, pour enfoncer le clou, comme je suis quelqu'un effectivement qui aime dessiner, l'espace juste et sûr, celui que l'on recherche, eh bien, il ne faut pas que vous vous situiez en dehors du cercle. Le donut, c'est un peu votre bouée de sauvetage. Et si vous vous accrochez à votre bouée de sauvetage en dehors du cercle, eh bien, vous êtes en danger. Vous avez dépassé les limites planétaires. Si vous vous mettez au milieu de la bouée pour vous assurer une meilleure flottaison, vous enfoncez les fondations sociales et vous vous mettez également en situation de danger. L'espace juste et sûr, il est sur le cercle, sur la bouée. Et avec ce dessin, avec ce pauvre équilibriste qui cherche effectivement à rester sur l'espace juste et sûr, eh bien, vous pouvez comprendre que plus l'espace est large entre les fondations sociales et les limites planétaires, plus nous allons avoir de marge de manœuvre pour penser le fonctionnement de notre économie. Et c'est une vraie question de savoir si cet espace juste et sûr existe. Vous avez ici mis un petit site web sur le qu'a fait l'université de Leeds, qui, à partir de statistiques de différents pays, produit une estimation de où se situe le pays par rapport à cette question de limite planétaire et de fondation sociale. Donc ici, je vous ai mis la comparaison entre la France, pays développé, le Togo, pays en voie de développement. Les résultats sont discutables, ce sont des ordres de grandeur, mais ils posent cette question-là qui est intéressante. Est-ce qu'on est capable de faire exister un espace juste et sûr? Vous voyez qu'en France, la plupart des fondations sociales sont respectées. Il y en a peut-être une où on est limite, mais en tout cas, on est un pays effectivement qui est reconnu pour être capable de faire exister et d'assurer des fondations sociales correctes. Ça se discute, mais c'est ce que nous disent les études comparativement à d'autres pays. En revanche, on voit que peut-être ces fondations sociales sont-elles respectées
au détriment du respect d'un certain nombre de limites planétaires, ce qui nous met en situation possiblement de danger si on réfléchit à l'échelle de la planète. Le Togo, c'est peut-être un pays effectivement où la consommation de ressources naturelles, entre guillemets, est faible par tête de pipe, donc un pays qui se situe peut-être loin en dessous des limites planétaires, qui ne consomme pas ce qui serait sa juste part. Mais en revanche, on voit qu'on est dans un pays où il y a énormément de fondations sociales qui ne sont pas respectées et on est peut-être effectivement dans des consommations d'énergie, des consommations de phosphore et d'azote, des consommations de produits chimiques et des pollutions chimiques relativement faibles ou même très faibles par tête de pipe, mais avec des problématiques de fondation sociale qui sont extrêmement fortes. Donc, il y a cette vraie question pour une comptabilité en triple capital ou une comptabilité pour le développement durable, c'est comment on essaye d'estimer effectivement quelle est la limite planétaire, pour ne prendre que l'exemple de la limite planétaire qui, pour le changement climatique, c'est combien de gaz à effet de serre pouvons-nous encore émettre dans l'atmosphère sans nous mettre en danger, à comment on passe de ce budget global à la part qui reviendrait à un pays, la part qui reviendrait à une entreprise, comment on se partage les responsabilités de consommation des différents budgets de ressources naturelles en tenant compte effectivement de limites planétaires à ne pas dépasser. Donc, cette problématique finalement de la comptabilité en triple capital, c'est une problématique de passer d'une compréhension de la quantité de ressources disponibles à l'échelle d'une planète à quelle est la part de responsabilité de chacun dans la gestion de cette ressource commune, comment je définis des budgets, comment je les pilote et comment je les suis. Et donc, on est dans cette problématique, effectivement, d'une comptabilité qui doit nous servir à piloter les limites planétaires et les fondations sociales. Donc voilà pour ces éléments de contexte, ces éléments introductifs qui vont me permettre ensuite de dérouler la suite de ma présentation. Mais ce que je vous propose déjà, c'est si vous avez des questions, un petit temps d'échange. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, lever la main, tout est possible, hein. C'est bon pour vous? Donc, bah, écoutez, si c'est bon, on va se réserver peut-être le temps à suivre, où vous aurez peut-être effectivement, quand on va rentrer dans le vif du sujet, plus de questions précises. On va partir à la recherche d'une comptabilité pertinente pour les limites planétaires et les fondations sociales. Et dans un premier temps, déjà, ben, on va se dire, il y a quand même des outils comptables qui existent, hein. Il y a une comptabilité financière, analytique, il y a un contrôle de gestion classique. Contrôle de gestion classique qui ne s'intéresse pas d'ailleurs qu'à la finance, hein. Il y a un contrôle de gestion opérationnelle. On manie des quantités physiques. Et on va voir pourquoi, effectivement, les outils comptables à notre disposition ne suffisent pas. Mais on va voir quand même ce qu'ils présentent comme intérêt, comme possibilité. Et puis, on va voir aussi des méthodes d'évaluation environnementale. Alors, on les balayera rapidement parce que l'objectif aujourd'hui, ce sera de vous montrer comment c'est certainement un progrès, mais par rapport aux questions de limites planétaires et de fondation sociale, le compte n'y est pas encore. Donc, premier élément de cette recherche d'une comptabilité des limites planétaires et des fondations sociales, balayons l'existant et voyons voir ce qu'il peut apporter et ce qui ne suffit pas, avant justement, partant de ce constat d'insuffisance, de proposer des utopies comptables. Alors, pourquoi la comptabilité et le contrôle de gestion classique ne suffisent pas? Ouf, un tableau de chiffres. Rassurez-vous, on ne va pas le commenter ligne par ligne, mais c'est quelque chose que j'utilise dans mes cours de comptabilité pour le développement durable. C'est une étude de cas
sur lequel j'avais été associé, il y a maintenant presque 20 ans, hein, mais c'était une société française, papetière, qui se faisait racheter par un groupe international. Et le racheteur, hein, conduisait un audit systématique de tous les sites, avec un volet de cet audit qui portait bien entendu sur les questions d'environnement. Et donc le responsable environnement de cette société papetière française avait notamment dressé un état des lieux dans les différents domaines. Vous avez ici le tableau sur l'eau pour un des sites, un état des lieux de tout ce qui était disponible comme indicateur. Donc sur ce site-là, vous avez des informations sur la première ligne, le nombre de jours de fonctionnement du site dans l'année. Et puis, vous avez les informations sur les 2 lignes de produits de ce site industriel. Donc, une production de papier-carton qui est exprimée en milliers de tonnes, et une deuxième ligne de production de la pâte à papier qui est ensuite effectivement revendue et acheminée vers d'autres sites où cette pâte à papier est ensuite transformée. Donc, pour avoir la production totale du site, il faut faire l'addition des 2 lignes de produits. Et puis, vous avez à la fois des éléments physiques sur les consommations d'eau, sur la quantité dépolluée, qui sont finalement des informations que va suivre le contrôle de gestion, ou que suivait le service de contrôle de gestion à l'époque où j'ai été confronté à cette étude de cas. C'est pas voilà, c'est pas nouveau. Dans les tableaux de bord, dans les balance scorecards, je pense notamment à Kaplan et Norton qui ont proposé le balance scorecard comme outil qui permet de ne pas s'intéresser qu'à la performance financière. Il y a toujours eu des indicateurs opérationnels qui s'appuient sur des données quantitatives, données de consommation, résultats d'enquête satisfaction. Donc rien de nouveau, rien d'extraordinaire, et on va trouver des choses qui sont intéressantes du point de vue de l'impact sur l'environnement. Et puis on va trouver des éléments dans la comptabilité de l'entreprise qui sont indiscutablement liés à la question de la prise en charge des questions d'environnement. On va trouver le montant des factures d'eau, on va trouver on va trouver la redevance qui est payée aux agences de l'eau. On va trouver les frais de fonctionnement de la station d'épuration. Les frais de fonctionnement de la station d'épuration, ben, il y a peut-être un ingénieur qualité, sécurité, environnement, il y a peut-être un technicien, il y a des achats de fournitures pour faire fonctionner cette station d'épuration. Cette station d'épuration, elle consomme de l'énergie, donc il y a peut-être un petit travail analytique, mais en tout cas, on va retrouver les informations issues de la comptabilité de l'entreprise. Et on va retrouver également des infos sur les amortissements et puis sur quelques investissements. Et puis, avec un petit travail analytique, notamment des campagnes de prélèvement pour analyser les échantillons d'eau usée, on peut estimer la quantité de matière première qui est perdue dans les boues de la station d'épuration parce que le process de production est mal calibré. Et donc, on peut estimer par échantillonnage et extrapolation la quantité de matière première finalement qui rentre dans le circuit de production et qui ne se retrouve pas dans les produits finis. Et ben, c'est autant d'achats qu'on fait en trop. Donc on voit bien ici qu'on a indiscutablement quelques informations utiles. Maintenant, ce que je dis aux étudiants, c'est voilà, vous êtes contrôleur de gestion du site, vous devez préparer un rapport à la direction de l'entreprise et vous devez répondre à la question suivante, la performance environnementale de ce site industriel s'améliore-t-elle d'année en année? Qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Et qu'est-ce que ces éléments d'information vous apprennent sur le comportement vertueux ou pas de cette entreprise? Et donc, je les laisse un peu travailler, chercher, on discute, et ben, on en arrive quand même à quelques conclusions, hein, après avoir un peu cherché, travaillé, discuté. C'est que déjà, les dépenses d'une entreprise pour l'environnement, ce qu'elle paye pour sa facture d'eau, ce qu'elle paye pour faire fonctionner sa station d'épuration, le montant de ses investissements, ne veut rien dire en termes de comportement ou ne veut rien dire en termes de quel est mon impact environnemental. Une entreprise dans le secteur de la papeterie, elle est soumise à des obligations préfectorales, elle est sur un site industriel classé, soumise à déclaration, voire à autorisation.
Et donc, elle a des obligations réglementaires et finalement, ce qu'elle dépense est certainement un montant élevé. Donc, c'est un signal que c'est un sujet de préoccupation. La comptabilité le montre bien. Mais ce n'est pas parce qu'elle est vertueuse qu'elle dépense beaucoup. C'est parce qu'elle respecte un certain nombre d'obligations réglementaires et que d'un secteur d'activité à l'autre, ce que l'on doit dépenser pour protéger l'environnement ne correspond pas aux mêmes obligations. Très typiquement, le secteur de la chimie lourde, on dépense beaucoup. Le secteur tertiaire, on dépense beaucoup moins. Et c'est les entreprises de la chimie lourde qui dépensent le plus pour l'environnement. C'est pas c'est pas les plus vertueuses, c'est simplement celles qui sont obligées de le faire parce qu'elles ont les plus grosses problématiques qui sont liées à la pollution et à la prévention ou au traitement des pollutions. Et puis, vous pouvez vous faire avoir par vos fournisseurs, vous pouvez vous dépenser quelque chose très cher, ou vous pouvez au contraire le payer très peu cher si vous avez très bien négocié. Vous avez des coûts de main-d'œuvre différents d'un pays à l'autre, des coûts d'investissement différents d'un pays à l'autre, et donc les montants financiers ne vont absolument pas pouvoir être interprétés en termes d'efficacité dans la prévention ou le traitement des pollutions que je cherche à atteindre. Puis vous pouvez tout à fait imaginer que vous avez par exemple 2 sites industriels d'une même entreprise, même secteur d'activité, dans 2 endroits différents. Il y en a un qui est au bord du Rhône, très grand fleuve, avec un débit très fort. Et puis il y en a un autre qui est au bord de l'Erdre, la petite rivière qui est juste au bord du campus Tertre de Nantes Université. Et si accidentellement vous balancez 1000 tonnes de produits très polluants dans l'Erdre, ça n'a pas le même effet sur les milieux naturels, déjà très fragiles, qui seront encore plus fragiles que ces 1000 tonnes sont déversées accidentellement dans le Rhône. Et donc, vous avez beau avoir dépensé la même somme, entre guillemets, l'effet sur le milieu naturel ne dépend pas de ce que vous dépensez, mais dépend vraiment d'informations que vous pouvez avoir sur le contexte. Quelle est la fragilité de la rivière? Quel est l'état de préservation des milieux naturels autour de vous? Et donc ça, ces informations financières ne vont vous donner absolument aucune indication. Donc il faut nécessairement contextualiser. Et donc pour comprendre le respect ou pas des limites planétaires, l'information financière est pas suffisante. Ensuite, on a des informations sur les consommations d'eau. On a des informations sur les pertes matières. Donc là, on a des informations à caractère physique voilà, ça peut être intéressant. On voit que les consommations, au total, elles augmentent ou elles diminuent. Donc on va dire que si elles diminuent, c'est quand même mieux. Que si elles augmentent, on peut présumer que c'est un impact environnemental qui augmente. Mais tout ça, à nouveau, c'est comment je mets ça dans le contexte de la capacité du milieu écologique à absorber mes pollutions ou à tolérer mes prélèvements. Prélever 28 000 milliers de mètres cubes dans une région où la disponibilité en eau n'est pas un problème, où ça représente 1% du cycle de l'eau renouvelable, eh bien, c'est pas la même chose que dans une région aride, avec un problème effectivement de disponibilité en eau, et où collectivement, les activités économiques dans cette zone-là prélèvent 40% de la ressource en eau renouvelable. On a atteint une cote d'alerte. Et donc, encore une fois, cette information sur les prélèvements en eau, elle est à comprendre dans le contexte d'un bassin hydrographique où la disponibilité en eau est soit un problème, tout le monde prend de l'eau et il n'y en a pas assez, ou soit elle n'en est pas, l'eau est très abondante et nous n'avons pas atteint un niveau de prélèvement qui est problématique. Et puis les étudiants se mettent à faire des calculs, dire ah ben ça serait quand même intéressant de voir quelle est ma productivité écologique. Et donc il se branche sur cette piste-là, il dit mais en fait ce qui est intéressant c'est de savoir quelle est la quantité d'eau que je vais consommer par tonne de produits finis. Quelle est la quantité de pollution que je vais rejeter par tonne de produits finis. Ah, et là, ils se mettent à faire des calculs en se disant ah ben tiens, je vais essayer de calculer ça parce que finalement, quand je vais rendre des comptes à ma direction, qui elle de toute manière a besoin de vendre, de développer son activité, de faire progresser son chiffre d'affaires, ce qui va les intéresser, c'est la bonne utilisation des ressources environnementales et la bonne productivité de mes process. Et donc, du coup, je les branche sur des calculs, effectivement, qui sont des calculs de quelle est la quantité de pollution par tonne de produit fini, quelle est la quantité d'eau prélevée par tonne de produit fini, et puis
là, bon an, mal an, on arrive à des calculs qui montrent que cette entreprise-là, elle est sur la voie du progrès. C'est-à-dire que par tonne de produit fini, elle consomme de moins en moins d'eau et elle rejette de moins en moins d'eau polluée dans les rivières. Et c'est vrai que s'il y a bien un créneau que défend, euh, on va dire, le monde de l'entreprise hein, sur ces questions de, de, de prise en compte des impacts environnementaux, c'est le progrès viendra et la résolution des problèmes d'environnement viendra de notre capacité à faire des gains de productivité. On a vu effectivement, au fil du temps, diminuer la consommation des véhicules, quoiqu'elle ait un peu remonté récemment, mais on consomme moins d'essence qu'il y a 30 ou 40 ans pour faire 100 km. Les lave-vaisselle, les lave-linges, les appareils électriques et électroniques, par heure de fonctionnement, consomment généralement beaucoup moins d'électricité qu'il y a 30 ou 40 ans, pour autant qu'on puisse faire des comparaisons pertinentes, parce qu'il y a 30 ou 40 ans, il y avait des machines à laver, mais il n'y avait pas encore des ordinateurs portables ou des smartphones. Et effectivement, on arrive à cette conclusion-là, mais on arrive aussi à se dire, mais il y a quand même un problème, c'est que de toute manière, si la quantité totale de polluants qu'on rejette augmente, si la quantité totale d'eau qu'on consomme augmente, finalement, on n'a pas résolu le problème. Et souvent, hein, quand je suis avec mes étudiants, on va chercher des statistiques. Et on va regarder, notamment, on était allé chercher il y a quelques années des statistiques sur l'efficacité des véhicules, combien de litres au 100 km. Et puis, on était allé regarder des chiffres sur la croissance du nombre total de véhicules en France et sur la consommation d'essence en France. Et on voit que malgré des voitures plus efficaces individuellement, le parc automobile augmente et la consommation totale d'essence augmente. Et donc finalement, on ne va pas dans le sens de la résolution des problèmes que l'on a en termes de prélèvement de ressources fossiles et de ensuite rejet notamment de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc on est bien confronté à une limite. La productivité écologique est indispensable. On n'y arrivera pas sans des gains considérables. Mais souvent, ce que l'on voit, c'est effectivement qu'il y a des effets rebonds et que ces effets rebonds se traduisent par une augmentation totale de la consommation. Alors, ça va arriver avec l'utilisation, par exemple, des appareils électriques. Il y a 30 ou 40 ans, il y avait un écran dans une maison, c'était l'écran de la télé. Aujourd'hui, si je compte le nombre d'écrans que j'ai chez moi, on a plus de 2 ou 3 écrans par personne. Et finalement, même si chacun de ces appareils individuellement a été conçu pour être très efficace et diminuer ses consommations d'énergie, j'ai tellement multiplié le nombre d'appareils électriques et électroniques que j'ai à la maison que ma consommation totale d'électricité a probablement augmenté. Donc, la comptabilité et le contrôle de gestion classique sont nécessaires, mais ne sont pas opérationnels pour répondre à cette question des limites planétaires et d'aider une entreprise à se situer par rapport à ces questions-là. Ensuite, vous avez des méthodes d'évaluation environnementale et l'objectif ici, c'est pas de vous faire un cours sur ces méthodes d'évaluation environnementale, on n'a pas le temps, mais de dire qu'il en existe plusieurs et que elles lèvent une première limite de la comptabilité et du contrôle de gestion classique, c'est que elles étendent le périmètre de ce qui est regardé. Quand on va faire, par exemple, un bilan énergétique, on va essayer de comprendre effectivement le bilan énergétique d'un produit, comme une voiture ou un ordinateur, où on va regarder finalement également l'empreinte en termes d'eau d'un produit. On va considérer l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit ou du service, de la fonction qui est rendue par ce produit. On va s'intéresser à toutes les étapes qui vont de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie.
L'idée étant que quand on fait un bilan énergétique, ou quand on fait un calcul d'empreinte eau ou un bilan carbone, on cherche à comprendre effectivement quelles sont les étapes qui sont les plus pertinentes, les plus nécessitant une attention particulière, où se trouvent les consommations. Est-ce qu'elles se trouvent chez nous? Est-ce qu'elles se trouvent chez le client? Est-ce qu'elles se trouvent chez nos fournisseurs? Est-ce que le problème vient de la production? Est-ce que le problème vient de l'utilisation? Et l'idée étant effectivement d'avoir une cartographie sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Et quand on prend des décisions d'optimisation, eh bien de veiller à ne pas prendre une décision à une des étapes du cycle de vie qui ne soit finalement que le report des impacts que je réduis occasionnent des impacts supplémentaires à d'autres étapes du cycle de vie. Parce que du coup, moi, j'ai l'impression d'avoir résolu mon problème, mais je crée un problème soit pour mes utilisateurs, soit pour mes fournisseurs, et finalement, c'est eux qui deviennent responsables des impacts. Et au total, l'ensemble de mes impacts ne diminue pas. Donc, ces méthodes d'évaluation, elles sont quand même effectivement un premier pas. Elles obligent à une réflexion sur l'ensemble du cycle de vie et ça, c'est effectivement extrêmement important. Alors, vous avez effectivement des méthodes comme l'analyse de cycle de vie, qui a à la fois l'ambition de considérer tous les impacts potentiels sur l'ensemble des étapes du cycle de vie. Vous avez le bilan énergétique, qui est un exemple d'une méthode qui se concentre sur un impact, mais sur l'ensemble du cycle de vie. Mais vous avez également l'analyse de risque, cette fois-ci qui ne se concentre que sur une étape du cycle de vie, ça peut être un site industriel, mais dont l'ambition est de considérer l'ensemble des impacts. Vous avez le bilan carbone, vous avez l'empreinte eau, qui considère tout ou partie du cycle de vie en fonction de la manière dont vous le paramétrez. Mais voilà, la difficulté, c'est qu'une fois que, par exemple, vous avez fait votre bilan carbone et que vous vous êtes dit, bah, tiens, j'ai fait mon petit bilan carbone individuel parce qu'il existe aussi des calculateurs individuels. Je consomme 5 tonnes de carbone par an. C'est bien ou c'est pas bien? Qu'est-ce que je devrais faire et où devrait se situer ma contribution si je devais m'inscrire dans un mode de vie compatible avec les accords de Paris sur le réchauffement climatique? Et quand une entreprise fait son bilan carbone, c'est bien d'avoir une quantité d'émissions de gaz à effet de serre exprimée en équivalent CO2 et de se dire je vais mettre en œuvre des stratégies pour maîtriser, pour réduire, pour améliorer ma productivité et pour aller vers le bas carbone. Tout ça, c'est très bien. Mais la question à laquelle ces méthodes devraient nous aider à répondre, ce serait de dire jusqu'où dois-je aller et à quoi doit ressembler mon bilan carbone pour que le mode de fonctionnement de mon entreprise s'inscrivent dans la logique des accords de Paris sur le changement climatique. Et donc, si ces méthodes d'évaluation nous ont permis de faire des progrès, de raisonner en termes de cycle de vie, d'être capable de compter et de rendre des comptes dans d'autres secteurs que la simple comptabilité financière, on reste encore sur notre fin quant à la capacité que vont avoir ces méthodes justement pour répondre à cette question qui va devenir préoccupante. Quelle est la part à laquelle j'ai droit de ressources planétaires et qu'est-ce que c'est qu'une part raisonnable et qu'est-ce que je mets en œuvre pour être capable de piloter ma consommation d'un budget de ressources planétaires? Qu'est-ce que je mets en place comme système pour piloter mes obligations en termes de fondation sociale et pour savoir si je les atteins ou pas? Et c'est dans cette logique-là que je vais effectivement vous proposer d'examiner quelques utopies comptables, deux parmi d'autres, il y en a plein. Mais avant d'aller plus loin, ben, je voulais savoir si vous aviez des questions que vous avez envie de poser, si tout est clair pour vous, si voilà, il y a des choses à clarifier ou pas. Et allez-y, hein, l'objectif, c'est bien entendu que vous ayez non pas un truc approfondi, mais un éclairage sur ces questions-là.
Pas de questions? Existe-t-il des modèles de répartition des ressources? Oui, on va en parler justement. C'est-à-dire que quand on va aller sur la partie 4, de l'utopie à la réalité, notamment sur le carbone, je vais vous en parler. Et puis je parlerai peut-être aussi, la répartition des ressources, elle ne fonctionne pas uniquement sur des techniques ou sur des modèles, mais c'est aussi un processus politique, donc on va en parler. La comptabilité peut-elle prendre en compte la biodiversité? Il y a beaucoup de sujets sur la comptabilité, la prise en compte de la biodiversité. C'est vraiment, oui, il y a des travaux. Il y a des travaux en cours. Et je vous encourage notamment à aller voir du côté de l'EFRAG. Donc, je vais taper ça dans le chat, hein, EFRAG. Donc, l'EFRAG, c'est un organisme européen, European Financial Reporting Advisory Group. Ils ont un site web. Et ils ont travaillé justement sur un projet de standard de comptabilité extra-financière pour appliquer la nouvelle directive sur le reporting extra-financier. J'ai fait partie de ce groupe de travail jusqu'à fin mai. Et dans les standards qui ont été soumis à consultation publique, il y a notamment un projet de standard sur le reporting extra-financier pour la biodiversité, avec non seulement l'énoncé du standard, mais aussi ce qu'on appelle une basis for conclusion, qui donne effectivement un certain nombre de sources auxquelles sont allées puiser les personnes qui ont participé à ce standard, à la création de ce standard-là. Et là, effectivement, c'est un sujet à la fois d'actualité sur lequel il y a des propositions et encore énormément d'incertitudes. On est en train de chercher comment mesurer l'état de la biodiversité et comment se dire quelle est la part raisonnable. Alors souvent, hein, quand on fait une comptabilité de la biodiversité, on recommande à une entreprise de faire une première analyse de où vont se situer les problèmes de biodiversité dans sa chaîne de valeur. Donc, est-ce qu'elle utilise effectivement des ingrédients dans ses produits ou des matières premières qui sont problématiques par rapport aux questions de biodiversité, parce que elles vont nécessiter euh, de la déforestation, des changements d'occupation des sols, avec toutes les conséquences en termes d'habitat qui se réduisent pour des espèces menacées. Est-ce que je vais utiliser des ingrédients qui vont être des plantes ou des produits qui vont nécessiter à nouveau d'occuper de l'espace et de déforester ou des changements d'occupation des sols? Donc, il y a tout un travail sur les matières premières pour identifier des hotspots. Puis, il y a des travaux sur les pratiques. Est-ce que je contribue à construire des infrastructures? Et est-ce qu'il y a effectivement des liens entre économie, comptabilité et économie circulaire? Également, et là aussi, éventuellement, sur ces questions de lien entre comptabilité et économie circulaire, je peux vous donner un petit site web qui s'appelle BM3C2, qui travaille sur les modèles d'affaires de l'économie circulaire, qui propose effectivement une manière de construire un modèle d'affaires et qui propose dans la trame du modèle d'affaires une petite construction sur, on va dire, les impacts en termes de coûts, en termes d'écologie et en termes social. Et il y a des travaux en cours sur ces questions-là. On est dans l'exploratoire, mais c'est effectivement des chantiers qui ont démarré. Moi, j'ai effectivement une thèse de doctorat en cours sur les dispositifs comptables dans les projets de l'économie circulaire. Il y a voilà. Il y a des choses qui vont sortir et il y a déjà des travaux qui sont en cours. Je pourrais toujours essayer de vous mettre aussi quelques références complémentaires à la fin. La comptabilité peut-elle mesurer de l'impact social et humain? Alors, on peut certainement mesurer une forme d'impact social et humain, déjà de considérer les accidents du travail, à ceci près que, en fait, la difficulté, quand on regarde une statistique aussi simple que les accidents du travail et les arrêts maladie, ou les déclarations d'accidents de travail, euh, la comparaison interpays va être difficile. Il y a des pays où le système de protection sociale rend possible un arrêt pour accident de travail parce que le travailleur va bénéficier effectivement de garanties
de revenus et de garanties en termes de temps pour récupérer de son accident de travail. Et donc, dans les pays où le système, effectivement, euh, prend en compte les besoins des personnes qui ont des accidents du travail et les protège, eh bien, on déclare plus facilement des accidents du travail. Dans les pays où il n'y a pas de protection, ou de toute manière, si vous avez un accident, c'est quelque part pour votre pomme, où vous êtes mal protégé, eh bien, les gens vont avoir du mal à se mettre en situation d'arrêt de travail pour accident de travail parce qu'ils ont besoin de vivre et que s'ils s'arrêtent, ils ont des problèmes de revenus. Et donc, il y a à la fois, effectivement, oui, il y a des indicateurs qui permettent de mesurer des problématiques humaines ou sociales, mais il y a énormément de protection, de précautions à prendre sur la manière de les interpréter et de construire des comparaisons, parce que selon le secteur d'activité ou selon effectivement le contexte du pays, les statistiques peuvent prendre des significations qui peuvent être extrêmement différentes si on n'est pas capable de les contextualiser. Donc ça, il y a une vraie problématique. Alors il y a peut-être une possibilité qui est vraiment de s'appuyer au moins sur les grandes conventions internationales comme celle de l'Organisation internationale du travail, qui définissent un certain nombre de droits fondamentaux qui doivent être respectés et par rapport auxquels on peut construire des comptabilités effectivement de respect de ces droits fondamentaux. Et ce que propose par exemple Kate Raworth, hein, c'est justement non pas de dire je mesure un impact social ou je mesure un impact humain, mais je mesure à quel point je mets en œuvre ce qui permet d'assurer le respect d'une fondation sociale. Alors, la compta et le contrôle de gestion ne suffisent pas et il s'agit d'une collaboration avec d'autres disciplines, RH, marketing, droit, etc. Et c'est effectivement le droit qui gère la question de la rivière. Alors, la comptabilité, effectivement, reflète l'état du droit. Euh, Quand je vais vous présenter mes utopies comptables, et je vais y passer très vite, je vais vous montrer dans certains cas que si on fait une comptabilité des émissions de gaz à effet de serre, si on n'est pas capable de respecter son budget, on s'endette, entre guillemets, vis-à-vis du reste de la société, parce qu'on n'a pas respecté son obligation, et qu'à un moment donné, si on a mangé tout son budget, on peut se trouver en situation de faillite environnementale, c'est-à-dire ne plus avoir le budget carbone qui permet de faire face aux activités de l'entreprise. Ce concept théorique, intellectuel de faillite environnementale, c'est une utopie qui permet de passer un message très fort. Mais tant qu'elle n'est pas traduite dans le droit, elle n'aura pas d'effet. Et donc, bien évidemment, la comptabilité n'est rien sans le droit. La comptabilité de la biodiversité, elle est rien sans connaissances scientifiques solides que l'on peut prendre pour les traduire dans, effectivement, des problématiques de rendre des comptes et de compter. Et c'est extrêmement important de le rappeler et de le souligner, effectivement, que la comptabilité fait partie d'un ensemble qui est relié à des problématiques de traduction des connaissances scientifiques et dans des problématiques, effectivement, de qu'est-ce que le droit nous autorise à faire et quelles sont les conséquences de ce que l'on comptabilise par rapport à ce qu'il existe comme texte juridique. C'est effectivement très important. Et même les processus de répartition des ressources, de quelle est ma juste part, ne peuvent pas reposer que sur des méthodes comptables, mais doivent reposer sur des méthodes comptables qui vont être la traduction d'un processus politique. Or, aujourd'hui, un chercheur qui fait de la comptabilité en développement durable, il fait de la politique avec un nez caché, un nez masqué, un peu masqué. Je suis forcément, quand je propose une méthode de répartition des ressources, je fais un choix politique de répartition de cette ressource. C'est pas la science qui parle, c'est un choix que je fais sur quel serait un processus politique de répartition de la ressource. Mais justement, on va en parler. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui? Eh bien, c'est parti. On va on va maintenant parler effectivement d'utopie comptable et aborder ça à travers deux méthodes. Alors, il y a
notamment le modèle CARE, hein, qui est connu parce que effectivement c'est Jacques Richard, c'est Alexandre Rambaud. Jacques Richard a publié, je crois que c'était en 2012, son premier bouquin sur le modèle CARE chez Economica. Modèle CARE qui a adopté un acronyme désormais en anglais, Comprehensive Accounting in Respect of Ecology, modèle qui est porté notamment par la chaire comptabilité écologique à AgroParisTech. Alors, ce modèle CARE, hein, il s'appuie sur l'idée forte que, principe de base, le capital est au passif. Une ressource naturelle, une ressource humaine, c'est pas quelque chose qu'on peut exploiter, c'est quelque chose qui a une existence en dehors de l'usage qu'on peut en faire. Et il faut considérer finalement, hein, je résume à grands traits, que Dame Nature et les sociétés humaines sont des investisseurs, qu'ils mettent quelque chose dans l'entreprise et que l'entreprise a une obligation de maintien du capital humain, de maintien du capital naturel, au même titre qu'elle a une obligation de maintien du capital financier. Donc, un capital, c'est quelque chose qui est reconnu comme devant être maintenu en l'état. On doit conserver le capital pour ce qu'il est, pas pour ce à quoi il peut nous servir. Donc, on a un raisonnement dit en coût historique. Et on doit comptabiliser des coûts de remédiation, des coûts de remise en état du capital. C'est ça le principe de la méthode CARE. Et pour que les capitaux naturels et humains soient pris en compte à leur juste niveau, eh bien, ils doivent être représentés par des porte-paroles. On doit effectivement avoir un représentant de la rivière, un représentant de la planète pour le changement climatique, un représentant d'une forêt, entité morale centrée sur elle-même, capitalocentrée, qui doivent effectivement définir les actions à mettre en place pour défendre l'intérêt du capital dont ils sont porte-parole. Avec cette idée, donc, et là, je vous propose un petit exemple, mais très rapide, hein, qui a été revisité par mes collègues Swat Taïbi et Delphine Gibassier, qui part d'une ferme, qui est Ferme d'Avenir, en disant, ben voilà, il y a le capital financier avec un certain nombre de moyens techniques, matériels, etc. Il y a un capital naturel qui est constitué de la terre, qui est constitué de la biodiversité, des animaux qui sont animaux d'élevage ou animaux sauvages présents sur la ferme, et puis il y a un certain nombre de capital social, des liens sociaux, une force de travail, qui sont autant d'éléments qui doivent être maintenus. Et donc, pour faire fonctionner une ferme, on doit mobiliser les trois capitaux, qui sont trois éléments qui sont stratégiques pour le bon fonctionnement de la ferme. Quand on est dans une logique de modèle CARE, donc on considère effectivement qu'on n'a pas que des actifs financiers, on a des actifs naturels, on a des actifs humains, et que la contrepartie de ces différents actifs, eh ben, c'est des apporteurs de capitaux. Donc, pour les capitaux financiers, ce sont les propriétaires de l'entreprise. Pour les capitaux naturels, c'est Dame Nature qui existe en soi et qui ne doit pas être vu que comme quelque chose que l'on peut utiliser. Ça doit être une société humaine qui existe en soi et qui ne doit pas uniquement être considérée comme étant un ensemble de choses que l'entreprise peut utiliser. Donc, on a cette obligation de considérer les capitaux pour ce qu'ils sont et d'être dans une logique d'utilisation qui entraîne la comptabilisation des dommages ou de ce que l'on doit mettre de côté pour remettre le capital en état. Donc, à la fin, ce qui va changer, c'est qu'on doit comptabiliser, mettre de côté, de quoi remettre en état le capital. Et donc, ce que propose CARE, c'est un système qui repose sur la comptabilité telle qu'elle existe et l'obligation, il faut que je revienne en arrière, et l'obligation de respecter les différents capitaux, de les maintenir en état en provisionnant les dépenses qui sont nécessaires pour les maintenir en état. Si ces dépenses sont provisionnées et que ensuite cette provision n'est pas utilisée pour remettre le capital en état, ben on se mettra dans une situation où on sera en perte.
Donc, ici, on voit que le point de départ, c'est d'essayer de concevoir le modèle selon lequel, en s'intégrant à la forme que prend la comptabilité, actif, passif, en se centrant sur la comptabilisation des obligations de remise en état, de maintien et de remédiation aux dommages causés au capital naturel à travers son utilisation. Ce qui est encore très expérimental, c'est tout le soubassement, c'est-à-dire toute la comptabilité physique qui doit permettre d'arriver à chiffrer ce type d'obligation. On est bien sur une utopie comptable, mais on est bien sur une utopie comptable qui est en cours d'expérimentation dans différentes entreprises. Deuxième utopie comptable, le modèle LIFTS. Donc modèle LIFTS notamment qui est porté par ma collègue Delphine Gibassier à Audencia et avec une équipe de chercheurs dont je fais partie. Limits and Foundations Towards Sustainability. On partage cette même idée d'un capital à préserver, capital humain, capital naturel. Et on a une approche effectivement qui est peut-être beaucoup plus inspirée de la manière dont j'ai présenté les problématiques de limites planétaires et de fondation sociale, mais l'objectif poursuivi est le même. Et donc je vais essayer de vous présenter un certain nombre d'objectifs et de principes du modèle comptable LIFTS. L'idée du modèle comptable LIFT, c'est par rapport à ces notions de fondation et de limite que j'ai présentées au début, c'est de dire un processus politique et une méthode comptable doit permettre d'allouer à chaque entreprise un budget pour les différentes fondations planétaires, les différentes fondations sociales et les limites planétaires. Et c'est un budget qui n'est pas un budget monétaire, c'est un budget qui est calculé physiquement. C'est-à-dire que si je prends le changement climatique, mon budget sera exprimé en tonnes équivalent CO2. Donc, on m'affecte un stock qui correspond à la limite que je ne dois pas dépasser. Et ce stock, eh bien, c'est ma ressource planétaire que j'ai le droit d'utiliser. Ou alors, si c'est une fondation sociale, c'est une dette, j'ai une fondation à respecter. Et tant que je ne m'acquitte pas de cette dette, eh bien, ma fondation sociale, pour la partie à laquelle je peux contribuer, n'est pas respectée. Et donc, on va faire un enregistrement comptable du stock, limite à ne pas dépasser, de la dette, fondation sociale à respecter, dans un système de comptabilité extra-financière. Et on va faire en sorte de suivre la consommation réelle de ces budgets en utilisant des écritures comptables physiques et en s'appuyant autant que possible sur les données comptables. Quand vous récupérez une facture d'achat à un fournisseur, cette facture, c'est une description de ce que vous achetez, c'est une description des montants et des conditions de paiement, mais vous pouvez enrichir la facture avec une description plus précise. Si vous savez que vous avez acheté 10 tonnes de bois tropical en Indonésie, eh bien derrière cette facture, il y a une quantité de bois, il y a une quantité de kilomètres en utilisant un moyen de transport particulier. Et donc l'idée, c'est effectivement de se dire que la comptabilité ne permet pas de capturer toutes les informations parce qu'il faut aller chercher des données physiques derrière les factures, mais chaque transaction est l'occasion effectivement d'être un moment où on va se dire « Ah, là, je dois récupérer des données physiques pour essayer de faire un suivi ». Par exemple, mes 10 tonnes de bois tropical, eh bien, si je suis mon budget carbone, je dois plugger ma base de données comptable sur des logiciels qui vont être capables de récupérer des informations physiques, peu importe qu'elles soient génériques dans un premier temps, mais qui vont me permettre de suivre ma consommation de gaz à effet de serre. Et donc, si je consomme des gaz à effet de serre, eh bien, au fur et à mesure, mon stock diminue. Si je dois m'acquitter d'une dette, d'une fondation sociale à respecter, au fur et à mesure que, par exemple, si la fondation sociale, c'est un revenu décent sur l'ensemble de ma chaîne de valeur, eh bien, je vais estimer que sur ma chaîne de valeur, j'ai 1500 personnes, dont 200 dans mon entreprise, les autres chez mes fournisseurs et mes distributeurs. Eh bien, ma fondation sociale revenu décent, elle n'est pas respectée tant que l'ensemble des employés sur ma chaîne de valeur
n'a pas un revenu décent. Et donc, je vais m'acquitter de ma dette en faisant en sorte de comptabiliser l'ensemble des personnes qui ont un revenu décent. Et à chaque fois que je comptabilise une personne qui a un revenu décent, eh bien, je m'acquitte de ma dette qui est le respect, effectivement, de la fondation sociale revenu décent. On est bien dans une utopie comptable, hein, je vous ai prévenu, mais c'est ça qu'on pose comme ambition. Ça veut dire que dès que la limite est dépassée, ou alors que la fondation n'est pas respectée, eh bien l'entreprise est en dette. L'entreprise est en dette et ça veut dire que ensuite, eh bien, on va prendre chacune des limites et des fondations mesurées à travers un indicateur. Et eh bien, on va avoir un bilan et un profit and loss account, un compte de résultat. Et puis ensuite, les unités physiques peuvent ensuite être traduites en unités monétaires ou autres. Et ensuite, on va envisager une restitution visuelle. On va l'aborder. Je vois qu'il y a une question dans le chat sur Ferme d'avenir. Je peux faire un retour rapide, si j'y arrive. Ce que représente le bénéfice ou perte, eh bien, si vous prenez par exemple la partie capital naturel, vous avez un sol. Et ce sol, il présente un certain nombre de qualités physiques, de qualités chimiques, qui fait que c'est un sol plus ou moins vivant, plus ou moins propice à permettre à des plantes de pousser qui vont ensuite être commercialisées. Quand vous cultivez la terre, quelque part, vous avez une obligation d'entretien de la terre. Si vous vous contentez de cultiver et que vous remettez rien dans le sol et que vous ne favorisez pas la biodiversité du sol et que ne vous favorisez pas une bonne vie du sol, quelque part, vous dégradez la ressource sur laquelle vous vous appuyez pour développer votre activité agricole. Et donc, l'idée étant effectivement, à chaque fois que vous cultivez ce sol, vous enregistrez un certain nombre d'amortissements. Ces amortissements, ils vont traduire ce que vous allez mettre de côté pour tenir compte de la nécessité de remettre le sol dans l'état dans lequel il était avant que vous ayez démarré votre activité de culture. Donc, si le sol vaut 1000, que vous avez provisionné 200 et que vous avez ensuite effectivement dépensé 200 pour remettre le sol en état, vous êtes à l'équilibre. Si vous avez utilisé un sol qui vaut 1000 et que vous l'avez usé à hauteur de 250 et que vous n'avez dépensé que 150 pour le remettre en état, c'est là que vous allez avoir une perte. Vous n'avez pas respecté vos obligations de remise en état du capital naturel. La valeur de ce capital naturel va baisser du fait du non-respect de votre remise en état. Si vous allez au-delà et éventuellement que vous dépensez plus pour améliorer la qualité du sol, et que vous faites un sol de meilleure qualité que ce qu'il était avant, vous avez une activité régénératrice, vous pouvez éventuellement faire valoir que votre capital naturel est en meilleur état et que là, on est dans une situation qui serait plutôt une situation de bénéfice. Voilà sur les grands principes. Mais vous voyez, ici, on n'a pas comme clé d'entrée dans la méthode LIFT une comptabilité sur les obligations de remise en état et les amortissements qui sont des écritures financières fondées sur des choses que vous devez faire. Ici, dans la méthode LIFT, on est plutôt dans le suivi des fondations sociales à respecter ou des limites planétaires à ne pas dépasser sur la base d'une dette pour les fondations sociales qui correspond à la responsabilité d'une entreprise ou d'un stock alloué à une entreprise qui correspond à sa part de ressources naturelles qu'elle a effectivement la possibilité d'utiliser et qu'elle ne doit pas dépasser. Ce que vous avez ici, c'est un compte de résultats non financiers du changement climatique en tonnes de CO2 équivalent. Donc, cette entreprise, bon, c'est une PME sur laquelle on a fait effectivement des expérimentations. Eh bien, en produit, elle reçoit une subvention qui est un budget de 4790 tonnes de CO2 équivalent. Et donc, ce stock-là, entre guillemets, elle l'a utilisé pour faire fonctionner son entreprise, c'est le périmètre des opérations. Ses fournisseurs ont également émis des émissions de gaz à effet de serre
Et au moment de l'utilisation des produits, il y a également eu les émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'au total, ce que représentent les charges en CO2 équivalent, c'est 6 000 tonnes. Et donc l'entreprise ici se trouve dans une situation de dépassement de son budget. Et donc là, ici, en comptabilité physique, eh bien, le déficit est reporté sur l'année suivante. C'est-à-dire que l'année suivante, non seulement son budget de 4 790, s'il s'inscrit dans la trajectoire des accords de Paris, il va peut-être diminuer de 5%, limite à pas dépasser, mais il va être plombé du déficit de l'année précédente, jusqu'à ce que, si l'entreprise ne fait rien, elle se retrouve à un moment donné dans l'impossibilité de fonctionner parce qu'elle n'a plus de budget. Et c'est là qu'on parle effectivement de la notion de faillite environnementale, qui est théorique, qui est intellectuelle, et comment est calculé le produit de CO2. Alors là, c'est une vaste question, c'est parce que on va y revenir peut-être quand on va aller justement sur le passage de l'utopie à la réalité. Il y a un premier travail qui s'appuie sur les travaux du GIEC sur quelle est la quantité de CO2 qu'on peut encore émettre dans l'atmosphère sans se mettre en danger. Et cette estimation, elle existe à l'échelle mondiale. Après, la grande question, c'est comment cette ressource mondiale se répartit entre les pays, entre les secteurs d'activité et entre les individus. Et je vais essayer d'aborder justement cette question parce qu'elle me semble extrêmement importante. Et je vais aller sauter quelques diapos, mais là, je vous montre très rapidement qu'on peut avoir une visualisation du donut. Donc, on a les limites planétaires qui sont ici, on a les fondations sociales qui sont ici. Si on est dans le rouge au-dessus, ça veut dire qu'on n'a pas respecté la limite planétaire. Et si on est dans le rouge pour la fondation sociale, ça veut dire qu'on a enfoncé la fondation. Si on est dans le vert, ça veut dire qu'on respecte la fondation. Et donc, sur l'ensemble des fondations sociales et des limites planétaires, ici, vous avez une restitution visuelle sur une entreprise sur laquelle on a fait une expérimentation sur une limite et deux fondations. On a testé une manière de visualiser la situation de l'entreprise sur chacun des compartiments. Alors, justement, passons de l'utopie à la réalité, parce que je m'aperçois qu'on s'approche des 11 heures. Et donc, pour répondre à votre question, eh bien, on va aborder cette question, justement, de concrètement, comment ces utopies donnent naissance à une boîte à outils qui est en train de se construire. Et on va parler à la fois du bilan carbone, on va parler de la Science Based Targets Initiative, et je vous présenterai peut-être un logiciel que je trouve intéressant parce qu'il va dans le sens de rendre possible l'utopie comptable. Déjà, premier élément, pour éviter l'aggravation du changement climatique, et ce petit schéma le montre bien. Vous avez ici, pour le cycle de la forêt, vous avez des activités comme la déforestation qui vont être contributrices d'émissions de gaz à effet de serre. Et vous avez des activités, au contraire, de préservation de la forêt, de reforestation, qui vont au contraire permettre à la forêt de devenir une entité qui va être capable d'absorber des gaz à effet de serre et notamment du CO2. Donc, pour éviter l'aggravation du changement climatique, c'est simple, il faut que les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au grand cycle naturel, mais également les émissions de gaz à effet de serre dont nous sommes responsables en tant qu'humains. Donc, il faut que ces deux catégories d'émissions restent inférieures aux capacités que vont avoir les puits carbone, les océans, les forêts notamment, à absorber ces émissions de gaz à effet de serre. Et quand on parle d'être neutre en carbone, c'est bien cette idée de s'inscrire dans une trajectoire où, en tant qu'humains, nous devons trouver les moyens pour que nos émissions à nous, ajoutées à celles qui existent déjà, qui sont celles des grands systèmes écosystémiques, ne dépassent pas les capacités d'absorption naturelle ou éventuellement les capacités d'absorption technique, mais j'y crois pas trop, de capture carbone que l'on pourrait mettre en place. Donc ça, c'est un grand principe. Alors ensuite, comment on calcule nos émissions de gaz à effet de serre? Je vais faire très simple.
Je vais prendre les émissions qui sont liées au déplacement en train et vous avez ici un extrait du tableau bilan carbone de la méthode bilan carbone de l'ADEME. On ne mesure pas, comme on pourrait mesurer une consommation d'eau, des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas des compteurs de CO2 comme il peut y avoir des compteurs électriques ou des compteurs d'eau ou des compteurs de gaz. Et donc, on va raisonner sur des estimations via des ordres de grandeur. On va utiliser ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Il y a des travaux scientifiques qui vont étudier très en détail, par exemple, la construction d'un train, l'utilisation d'un train et la fin de vie du train. Et à partir effectivement de calculs, notamment d'analyse de cycle de vie que je ne vais pas détailler ici, on va aboutir à dire, mais un train, ça a une durée de vie de 40 ans, et donc je vais étudier la fabrication, l'utilisation du train, et je vais faire des estimations des émissions totales de gaz à effet de serre liées à l'ensemble du cycle de vie d'un train. Et je vais me dire, ben, un train, il a une durée de vie de 40 ans, il va voyager tant de millions de kilomètres, et je veux dire, ben, finalement, 1 kilomètre voyagé en train, eh bien, je vais faire comme quand on va prendre un coût total et on va le diviser par une quantité produite, on va avoir un coût unitaire. Et bien ici, on va prendre la quantité totale de gaz à effet de serre liée au train sur l'ensemble de son cycle de vie, qu'on va diviser sur le nombre de kilomètres supposés que va faire le train pendant toute sa vie, pour dire un voyage en train de 1 km, eh bien, c'est associé à un facteur de temps de grammes ou de kilogrammes de CO2 par kilomètre parcouru. Donc, il existe un système, un comité scientifique qui permet de valider les estimations de facteurs d'émission qui sont liés à la recherche scientifique et qui vont être ensuite intégrés dans une base de données sur les facteurs d'émission. Et partant de là, il faut que moi, je renseigne la quantité physique. Donc, j'ai un intitulé, train en France, TGV. J'ai une donnée d'activité dans mon entreprise pour les déplacements. Mes collaborateurs ont voyagé 1 million de kilomètres. J'ai un facteur d'émission, 1 km en TGV, c'est 0,0037 kg de CO2 par kilomètre parcouru. Donc, je vais avoir un total, 3695 kg de CO2, auquel sera associé un facteur d'incertitude qui est dans la base de données, que je ne vais pas vous montrer ici. Et c'est comme ça que je vais être en mesure de faire des calculs pour le suivi de mes émissions de gaz à effet de serre. Alors, je vous invite à aller voir la base de données de l'ADEME, le site du GHG Protocol. Sur la base de l'ADEME, il y a 5311 facteurs d'émissions qui ont été validés. Il y a les bilans de 4266 entreprises qui ont été publiés et il y a un certain nombre de guides sectoriels qui peuvent guider effectivement une organisation qui voudrait réaliser son bilan carbone. Alors ensuite, une fois que je vous ai dit dans les grandes lignes comment je calculais ma consommation de carbone, quel est notre budget carbone mondial? Donc ce que vous avez ici, c'est une espèce d'horloge carbone d'un institut de recherche berlinois qui, en prenant les données du GIEC, a dit, ben voilà, si on s'inscrit dans le scénario à 2 degrés, nous sommes aujourd'hui dans une situation de déséquilibre. Et si nous persistons avec le déséquilibre actuel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le climat se réchauffe parce que nos émissions en tant qu'humains, additionnées aux émissions des grands cycles naturels, explosent la capacité d'absorption des puits de carbone. Et si la situation continue telle qu'elle, eh ben, si on se fixe de ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique, au rythme où on va, dans 24 ans, cet objectif te sera devenu inatteignable. On a 24 ans pour essayer de trouver une solution. Et si on est sur le scénario à 1,5 degré, qui est quand même le scénario où tous les signataires de l'accord de Paris se sont mis d'accord que c'était celui qui présentait le plus de sécurité pour nous en tant qu'humains, eh bien, si on veut s'inscrire dans la trajectoire des 1,5 degrés, il nous reste 7 ans. Dans 7 ans, on pourra dire que c'est mort pour le scénario de réchauffement limité à 1,5 degré. Reste l'espoir de limiter à 2 degrés avec un risque plus élevé de perdre la main sur notre capacité à contrôler comment vont fonctionner les grands écosystèmes planétaires.
les grands cycles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Ça veut dire que aujourd'hui, dans le monde, en moyenne, on consomme 6,6 tonnes de CO2 équivalent par individu. Donc ça, c'est la moyenne que vous avez ici. Si on veut atteindre la neutralité carbone et se limiter à une trajectoire de réchauffement à 2 degrés, si on veut équilibrer les émissions avec les capacités d'absorption, eh bien, il faudrait qu'on soit à 3,4 tonnes individuellement. En Amérique du Nord, on est à 20,8. En Europe, on est à 9,7. En Afrique subsaharienne, on est à 1,6. Donc, on est dans des situations très diverses, très variées. Si je me contente de prendre la moyenne, ça veut dire qu'en moyenne, on doit tous réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% dans les 30 ans qui viennent, si on veut avoir l'espoir de limiter la casse à 2 degrés de réchauffement climatique. Mais il y a un petit problème avec cette manière de raisonner, c'est que c'est une moyenne. On pourrait tout à fait dire que les Africains, eux, ils ont le droit de passer de 1,6 à 3,4. Ça serait une autre manière de réfléchir. Donc, eux, ils ont le droit d'augmenter. Et que nous, je ne sais pas, Européens, qui sommes à 9,7, eh ben, nous, on doit passer de 9,7 à 3,4 et nous, on doit réduire. Et que en Amérique latine, l'effort de réduction, il va être moindre que pour nous ou que pour les gens qui sont en Amérique du Nord. Donc, en fait, la question de savoir comment on répartit n'est pas comptable, elle est politique. Qu'aujourd'hui, les protocoles qu'on peut proposer pour répartir et ensuite faire un pilotage, moi, en tant que comptable, je me sens pertinent pour proposer une utopie comptable, mais réalisable, je pense, qui permet de faire un pilotage. Je dois montrer à quoi pourrait ressembler un protocole de répartition de la ressource, mais en faisant ça, et je l'assume, je suis militant, je fais des propositions politiques. Et quand je dis qu'en moyenne, on doit atteindre 50% de réduction en 30 ans, je tiens à souligner que c'est une solution qui va reproduire des inégalités. Que si on pourrait aussi réfléchir à l'idée de dire qu'en Afrique, on a le droit d'augmenter ses gaz à effet de serre et qu'en Amérique du Nord, on ferait mieux plutôt de les réduire. Donc l'effort ne va pas être le même pour tout le monde, ou alors on fait la moyenne et tout le monde doit réduire de 50%. Il m'arrive d'expliquer à mes étudiants que le bilan carbone des individus est très lié à leur revenu. Que quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois a un bilan carbone beaucoup plus lourd que quelqu'un qui est au RSA et qui a 600 euros. Alors, si vous dites à celui qui gagne 600 euros par mois et à celui qui gagne 20 000 par mois, vous allez tous faire un effort de réduction de 50%, tout le monde est, voilà, c'est une flat tax, c'est une réduction la même pour tout le monde. Et ben, celui qui est au RSA, il va encore devoir beaucoup plus souffrir de cette réduction-là, parce que c'est une réduction de l'accès à des ressources matérielles qui permettent de bien vivre. Et donc, la répartition est une question politique et une question de choix des méthodes de répartition. C'est vous dire la difficulté qui nous attend. À l'échelle mondiale, pour le changement climatique, parce que le CO2 est une problématique mondiale, et je pense que pour un bassin hydrographique, une rivière, on est sur des problématiques qui sont plutôt à l'échelle d'un bassin hydrographique avec une vraie nécessité de négocier. Alors, ce que propose justement la Science Based Targets Initiative, c'est de partir de ces logiques de calcul et de dire qu'une entreprise, elle doit s'engager en définissant un objectif et que cet objectif, il est au minimum de 5 ans, il est au maximum de 10 ans. Donc, on n'attend pas 24 ans. Il doit être aligné sur les accords de Paris. 5% de réduction absolue tous les ans pendant la durée de l'engagement. Elle doit soumettre son objectif à la SBTi pour approbation, elle doit rendre l'objectif public, elle doit rendre des comptes. C'est un progrès. Il y a 700 entreprises environ qui se sont engagées sur des objectifs SBTi. Mais SBTi propose effectivement de construire quelque chose qui est fondé sur l'idée qu'on part sur une trajectoire de réduction moyenne. Tout le monde est aligné sur le même objectif de réduction. Donc, si je suis une entreprise qui a des centrales électriques au charbon ou une entreprise qui a un champ d'éoliennes, dans les deux cas de figure,
mon point de départ, c'est une année de référence qui correspond à une activité typique et je m'engage à réduire de 5% à partir de là. Le point de départ, évidemment, il n'est pas le même et donc ça veut dire que l'effort, il est différent. Si j'ai un champ d'éoliennes, ça va être beaucoup plus difficile de trouver 5% par an que si je produis de l'électricité à partir de charbon. Donc, encore une fois, les SBTI prennent le truc par défaut, tout le monde fait le même effort. Alors ensuite, il y a un logiciel qui s'appelle le logiciel Greenly, que je trouve intéressant parce que justement, c'est une solution logicielle qui propose justement de déposer votre fichier d'écriture comptable dans le logiciel et de faire exactement ce que j'expliquais pour la méthode LIFT, d'interpréter et d'analyser les factures, de les compléter par des questionnaires employés pour effectivement associer à chacune des transactions et à la description des transactions des facteurs d'émission qui permettent de calculer des émissions de gaz à effet de serre et de faire un pilotage de votre consommation d'émissions de gaz à effet de serre. C'est le premier logiciel que j'ai trouvé qui était un peu inachevé il y a 3 ou 4 ans, mais ils ont énormément progressé et on est sur, en tout cas, la manifestation que des entreprises s'intéressent à ces sujets-là et sont capables effectivement de transformer l'utopie comptable en quelque chose de réel. Je passe l'empreinte environnementale parce que le temps passe. Mais en conclusion, j'ai envie de vous dire, soyez inquiets face à l'urgence, mais perdez pas espoir. Et finalement, en tant qu'humain, on a créé les problèmes auxquels on a été confronté, auxquels on est confronté. On devrait être capable d'y remédier. Faire de la recherche en comptabilité pour le développement durable, c'est être nécessairement un utopiste, mais c'est se dire que c'est parce qu'on est capable de penser à quelque chose d'utopique que ça va pousser à l'action et ça va quand même avoir un effet sur la réalité. C'est mon espoir et c'est la raison pour laquelle j'enseigne ces matières et j'y réfléchis en tant que chercheur. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et le site du logiciel en question, je vais vous le remettre dans le chat, bien sûr. Hop, hop. Alors, attendez, il faut que je revienne en marche arrière. Hop. Ah ben oui, il faut que je vais y arriver. Mais il faut que je bascule sur ma présentation PowerPoint, que j'aille le copier. Voilà. Ce n'est pas la bonne. Une petite seconde. Attendez, je vais départager mon écran. Voilà. Je vais revenir à ma présentation PowerPoint. Je vais vous mettre le site du logiciel dans le chat. Voilà, copier. Je reviens. Et voilà, vous l'avez dans le chat, vous pouvez le récupérer. Alors, avez-vous des questions, des choses que vous souhaitez dire sur cette présentation? Je suis désolé, on est arrivé très vite à 11 heures, je ne m'en suis pas rendu compte. J'avais beaucoup de choses à partager avec vous. Mais vous voyez que c'est un sujet vaste, hein, je n'ai fait que l'effleurer. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous, ça fait beaucoup écho à notre assemblée générale. J'ai été d'ailleurs sur la perma-entreprise, sur les liens avec la permaculture, et vous avez cité beaucoup de fois le fait de se mettre des limites pour limiter notamment notre impact, et du coup, ça a eu fait écho. Donc, voilà, ça fait un beau rappel. Bon, mais très bien. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se quitte? En attendant que vous y réfléchissiez, je vous présente rapidement ce qu'est l'INSQM. Donc, on est à l'initiative de ce webinaire. On est un réseau d'entreprises, donc qui est un mouvement français qualité et management. Et on propose en fait tout au long de l'année aux entreprises adhérentes différents formats de rencontres pour les amener à réfléchir sur leurs pratiques et partager leur expérience sur toutes les questions qui touchent à la performance globale. Donc, les démarches RSE, bien sûr, en fait partie, l'amélioration continue, les démarches PSE, les ressources humaines également. Et voilà, donc on propose un programme de rencontres sur l'année, on organise une quarantaine de rendez-vous sur différents formats, dont les webinaires qui avaient été lancés pendant le confinement. Donc n'hésitez pas à regarder notre programme si vous souhaitez découvrir les autres thématiques. Alors, Greenly permet-il de suivre, au-delà de l'impact CO2, les autres éléments, biodiff, social? Je pense pas encore. C'est vraiment tous les espaces. C'est vrai que finalement, euh,
il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le changement climatique et pourtant c'est le domaine le plus exploré, le plus abouti et le reste est encore un chantier. C'est pour ça que je parle d'utopie comptable, mais ça indique la voie à suivre et ce sur quoi on doit travailler. Et la biodive et le social, c'est des chantiers en cours. Ah ben voilà, on a quelqu'un qui fait partie du groupe Audencia, donc il sait, il doit connaître les activités de la chaire à laquelle je suis associé via ma collègue Delphine Gibassier. Oui, effectivement, la collecte de données est une vraie question. Bon, en fait, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci à tous pour votre participation et votre présence. Et puis, merci encore, Nicolas Antoine, pour tout ce que vous nous avez présenté. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. À bientôt.